Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce troisième et dernier épisode de ma conversation avec Nicolas Véraud, charcutier descendant de charcutier et d'une longue génération de charcutiers avec qui nous avons parlé et de sa famille et de lui-même. Et puis nous avons aussi parlé de l'approvisionnement des charcuteries, et notamment de la question de l'élevage que nous avons abordé la semaine dernière. Alors, plus que jamais, cette troisième partie sera une partie pêle-mêle dans laquelle je croiserai des questions qui ne sont pas nécessairement en rapport les unes et les autres, mais l'une des questions que je voulais vous poser, c'est la charcuterie. Donc vous nous avez, je crois, bien fait voir les transformations avec cette espèce de creux de la vague et puis la reprise sur une base de qualité, et aussi une base de qualité avec les prix qui vont avec, c'est-à-dire de consommateurs qui décident que il vaut mieux acheter peu et bon que d'acheter beaucoup et mauvais, voire beaucoup et toxique. Mais cette transformation, comment est-ce que la charcuterie française l'a portée à travers des associations, des corporations, des organisations professionnelles, des choses comme la confrérie de Saint-Antoine dont je parlais dans notre première émission, notre premier entretien, qui organise donc tous les ans cette messe, puis je crois 208 ans, enfin sans interruption, si c'est pas 208, c'est 209. Et donc voilà, qu'est-ce qui porte collectivement l'effort de qualité dont vous nous avez entretenu depuis le début de notre conversation? Alors, collectivement, nous avons une confédération dont j'ai parlé lors du premier épisode, la CNCT, Confédération nationale des charcutiers traiteurs. Il y a également, bien entendu, la confrérie de Saint-Antoine. Maintenant, la confrérie de Saint-Antoine est extrêmement importante, mais elle s'inscrit dans le cadre des nombreuses confréries qu'on peut avoir également en région. Oui. La confrérie de Saint-Antoine en est son émanation parisienne, enfin francilienne, je dirais. Oui. J'en veux pour exemple qu'elle décerne des prix, et traditionnellement, historiquement, la Saint-Antoine, comme on l'appelle entre nous, décerne le prix du jambon de Paris, du meilleur jambon blanc. Voilà, donc, mais vous allez aller, par exemple, alors je n'ai pas le nom de toutes les associations, mais vous allez en avoir pour le boudin noir, vous en allez avoir pour l'andouillette, pour les rillettes, et ainsi de suite. Et très souvent, quand on veut être primé sur un produit, ce qui a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est bien entendu de s'entraîner à faire le meilleur produit possible, donc progresser techniquement. Et l'autre intérêt, quand on est lauréat, c'est bien entendu d'un point de vue commercial de pouvoir communiquer sur le fait qu'on est reconnu comme champion de France de tel produit. Et donc tout cela joue un rôle majeur enfin en tout cas à l'échelle nationale, pour promouvoir notre savoir-faire, le savoir-faire charcutier. Depuis peu, parce que depuis 2009, si je ne dis pas de bêtises, il y a un concours qui a pris une ampleur folle et qui est très important pour nous à la Maison Véraud. C'est le championnat du monde de pâte et croûte. Alors, au début, ce championnat du monde faisait sourire énormément de personnes parce que le pâte et croûte avait une image à l'échelle nationale assez ringarde, ce qui n'a jamais été le cas pour nous, dans le sens où de souche stéphanoise en Rhône-Alpes, le pâté croûte, c'est extrêmement important, comme le saucisson, qu'on appelle le sauce là-bas. C'est vraiment des produits, ça fait partie des fondamentaux. Donc pour nous, c'est vrai que ça n'a jamais été ringard, mais par contre, fait est qu'il faut avouer que c'est un produit qui était un peu passé de mode. Ils ont réussi à remettre au goût du jour le pâté en croûte. Mon père a eu le bonheur d'être vice-champion du monde. Oui, parce que c'est un concours international. C'est pour ça que c'est un championnat du monde. Au tout début, c'était un concours entre copains, et donc entre Lyonnais. Ensuite, ça s'est ouvert
un peu à toutes les régions. Mais dès le début, ils ont eu la vision de dire on va pas appeler ça championnat de Rhône-Alpes, hein, on va appeler ça championnat du monde, ça va être drôle et ainsi de suite. Et puis ensuite, de fil en aiguille, il y a eu des Japonais, des Canadiens, aujourd'hui on a beaucoup de Suédois, des Américains et ainsi de suite. Et là, vous avez un vrai championnat du monde. Ils vont jusqu'à Tahiti faire des sélections. Le champion du monde, il est japonais. japonais. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, en fait, le concours se joue vraiment entre les Français et les Japonais. Sur les 4 dernières années, si je ne dis pas de bêtises, vous avez eu 3 Japonais qui ont gagné. Et puis voilà, l'autre était français. Vice-champion du monde en 2011. Vice-champion du monde en 2011. Mais par exemple, j'ai eu la chance d'être jury à la sélection anglaise, enfin UK, Grande-Bretagne, pardon. Le niveau était très bon. Et la personne qui a été sélectionnée pour participer à la finale mondiale était d'un excellent niveau. Tout ça pour dire que ce concours a permis de remettre à l'honneur un produit typiquement charcutier, enfin typiquement français, et qui joue une part majeure dans le savoir-faire charcutier. Et je pense, enfin c'est même pas, là je pense que je peux vraiment l'affirmer, le pâté en croûte, le pâté croûte, n'a jamais été aussi connu et populaire qu'aujourd'hui. Et je vais même aller plus loin, je pense, là je peux pas l'affirmer, mais c'est vraiment ce que je pense très sincèrement, on vit un peu l'âge d'or de ce produit, c'est-à-dire qu'on n'a jamais pu manger d'aussi bon pâté croûte qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tout le monde se met au défi en permanence de faire mieux que les autres et de s'améliorer tout le temps. Il y a une quête d'excellence vers ce produit spécifiquement, qu'on connaissait pas avant. Alors, comment est-ce qu'on améliore un pâté en croûte ? D'abord, il y a la croûte, il y a la farine de la croûte. Est-ce qu'on prend quelle sorte de farine ? J'ai écouté récemment un pâté en croûte avec la croûte de la farine de châtaigne. C'était pas tout à fait appréciable. C'est quand vous travaillez sur le prochain concours international, le championnat du monde de pâté en croûte, qu'est-ce que vous êtes en train de travailler pour espérer devenir non pas vice-champion, mais champion ? Exactement. Un pâté en croûte, c'est bien entendu du savoir-faire charcutier, mais pas que. C'est également un savoir-faire pâtissier, avec la pâte, et également un savoir-faire cuisinier avec tout ce travail autour des fonds qui vont venir agrémenter le goût final du produit. Si jamais je veux être précis, mais sans perdre nos auditeurs, je dirais que vous parliez de la farine. On peut avoir un jeu sur les farines. Bien entendu, si jamais vous voulez faire un produit relativement classique, vous allez utiliser de la farine de blé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de la T55, c'est très bien. Maintenant, comme vous l'avez bien dit, on peut utiliser d'autres farines. Farine de châtaigne, on utilise de la farine d'égout, c'est du maïs torréfié. Enfin bref, on peut en utiliser plein. Il faut faire attention à ne pas être à pas partir trop loin, parce que si jamais en fait, on peut avoir d'autres produits, des problématiques techniques qui vont se manifester si jamais, par exemple, on fait un pâté en croûte exclusivement avec de la farine de châtaigne. Vous allez avoir un produit qui va être très cassant, très friable, incoupable. Bref, ça va pas marcher. Donc, il faut toujours faut penser au goût, mais ce qui est très compliqué avec le pâté en croûte, c'est que vous devez penser aussi à une osmose entre la pâte et la farce. C'est toute la complexité de ce produit par rapport à une terrine où là vous avez simplement à penser à la farce et il n'y aura pas de problème. Parce que l'autre point technique sur le pâté en croûte, c'est la question de la cuisson. Comment est-ce que vous allez cuire un produit, une pâte qui a besoin d'être cuite très fort, très rapidement pour être croustillante, versus une farce qui va nécessiter le temps de cuisson le plus lent possible. Il faut que ça soit doux, un peu comme un steak de bœuf. Si vous le mettez dans une poêle et que vous le saisissez très 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 fort et que vous le laissez un peu trop longtemps, vous allez avoir une semelle et ça va être sacrément mauvais. Donc comment est-ce que vous arrivez à concilier
la pâte et la farce qui nécessitent deux cuissons quand même assez opposées. Premier point technique. Donc la petite astuce, c'est de commencer avec un four très très chaud. Et une fois que la pâte est cuite, donc bien dorée, et ainsi de suite, vous diminuez la puissance de la chaleur de votre four très très bas. Vous n'hésitez pas à aller jusqu'à 90 degrés, c'est pas très fort, hein, 90 degrés, pour cuire justement la viande. Mais pendant ce temps-là, la pâte ne se ramollit pas. Non. C'est la petite astuce. Voilà. Bon, donc vous pouvez commencer à 230, pas de problème, même 235, chaleur tournante, il n'y a pas de souci. Et ensuite, vous diminuez le four jusqu'à aller à 90, et vous pouvez même aller plus bas. Ce qui va compter, c'est la température à cœur du produit. L'autre point sur lequel on va pouvoir jouer énormément, bien entendu, c'est sur la farce. Et la farce, pour moi, c'est... En tant que charcutier, je ne vais pas vous dire autre chose que pour moi, la farce, c'est vraiment le cœur du produit. Et on aura beau... Enfin, il faut que la pâte soit excellente, mais il faut que la farce le soit tout autant. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Autant acheter une pâtisserie. La farce, ça nécessite du temps et ça nécessite... on a souvent l'image du charcutier qui pas très raffiné, qui travaille un peu à l'œil, et ainsi de suite. Pour moi, et pour nous, à la Maison Véro, la charcuterie, un peu à la façon de la pâtisserie, ça nécessite de la précision. Ça nécessite des dosages qui sont tous écrits, qui sont tous respectés. Et très souvent, quand on pense cuisine, on pense, voilà, on met une pincée de sel, on met une quantité suffisante. Souvent, vous avez ça dans les recettes, quantité suffisante, par exemple, d'oignons. En charcuterie, quantité suffisante, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. C'est tel grammage pour telle quantité de viande à la fin, et enfin tel poids total, et ainsi de suite. On doit faire des recettes millimétrées, sinon on ne peut pas arriver à l'excellence. Donc après, sans vous donner une recette, parce que c'est pas le lieu de notre échange, mais je peux pas, je pense, aller plus loin, si ce n'est vous dire que vous avez cette farce. Je vous parlais des fonds également, ce qui est extrêmement important quand vous faites un pâté en croûte et que vous souhaitez faire un excellent pâté en croûte. Ça va être d'avoir un fond de volaille, un fond de veau, un fond de canard, ou ainsi de suite. De venir le travailler longtemps, prendre le temps de travailler ce fond pour venir l'incorporer après la cuisson au pâté en croûte. De façon la plus simple possible. Quand vous faites un pâté en croûte, vous faites des trous dessus avant de le mettre en cuisson. Ces trous, on appelle ça des cheminées. Elles ont une utilité, ces cheminées. C'est évacuer la vapeur d'eau pour pas qu'elle reste à l'intérieur et que ça ramollisse la pâte. Sauf que vous avez de l'humidité qui sort, vous avez de la viande qui extrait une sorte de jus de cuisson. Et donc, la viande, quand elle va refroidir, elle va, ce qu'on appelle, pomper. Et donc, exactement. Et elle va vouloir pomper tout liquide qu'on va lui donner. Et c'est à ce moment-là qu'il est toujours bienvenu d'ajouter un liquide. Donc, c'est là où je parlais du fond. Par la cheminée. Par la cheminée. Et qui va être pompé par la viande et qui va donner un peu plus de goût au produit. Et si jamais on veut faire les choses très bien, c'est ce que l'on recommande, vous allez pouvoir utiliser ce fond également, le même fond que celui que vous avez utilisé, ou un autre, hein, mais voilà. Et ensuite, à l'aide de gélatine, on va le coller, donc en gros, on va faire une gelée. Et comme ça, vous avez une gelée qui rappelle le goût de votre farce à l'intérieur du pâté en croûte. Et donc, normalement, vous devez avoir une osmose entre trois éléments, la pâte, la farce et la gelée. Et ça, c'est un excellent pâté en croûte. Alors, on l'a dit, c'est maintenant, après avoir été lancé par une bande de Lyonnais, c'est maintenant un concours réellement mondial, gagné assez souvent par des Japonais. Est-ce que vous avez goûté à l'un de ces pâtés en croûte vainqueurs du titre ? J'ai goûté la majorité des pâtés en croûte qui ont été primés, que ça soit premier, deuxième ou troisième. Qu'est-ce qui vous frappe dans ceux qui ont été premiers ? C'est cette question de l'osmose. Alors déjà, c'est un concours qui a un niveau absolument phénoménal. C'est super, vraiment. Il y a beau avoir un niveau phénoménal, je n'ai jamais vu, sur tous les finales, sur toutes les finales auxquelles j'ai eu la chance
pour laquelle j'ai eu la chance de goûter les produits, à chaque fois, il y avait une personne qui se démarquait. À chaque fois, il y en avait un qui était au-dessus du lot. Donc, à chaque fois, il y avait ce produit avec une osmose absolument parfaite. Bien entendu, pour être champion du monde de pâte et croûte, il faut une pâte absolument incroyable. Parce que gustativement, ça va être la première chose qu'on va remarquer. Le deuxième point, mais enfin bon, comme je vous le disais, en tant que charcutier, pour moi, c'est juste fondamental, c'est la farce. Mais comme la pâte, surtout quand on la souhaite croustillante et ainsi de suite, c'est le palais, c'est ce qui saute le plus rapidement, ce qui vient le plus rapidement à notre esprit, c'est tiens, cette pâte-là est exceptionnelle. Le deuxième point, c'est la farce. Pour moi... Pardon, il faut préciser que la farce est libre. Ah, oui, parce qu'en fait, le seul critère, c'est de ne pas avoir de truffe. C'est quand même... Oui, ça va. Il ne faut pas tricher quand même. Non, et puis même, la truffe, vous savez, moi je pense que... Enfin, bref, c'est pas ça qui ferait gagner le concours. Maintenant, ça partait d'une idée très noble de la part des organisateurs de dire qu'on veut que tout le monde puisse... qu'on souhaite que chaque professionnel puisse participer et que ça soit pas une personne qui ait mis énormément d'argent dans son produit, qui puisse... Voilà. Bon, bref, de toute façon, l'apport de la truffe serait que très, très limité. Mais oui, tout à fait. Donc, la farce doit être en osmose avec le produit, mais moi, j'ai pas à dire oui, je préfère une farce avec du canard, avec du poulet. Non. À partir du moment où elle est très très bien maîtrisée, à partir du moment où elle est moelleuse, à partir du moment où elle a du goût, mais pas trop, faut pas non plus que ça soit... Parce qu'on peut avoir des pâtés en croûte qui sont vulgaires, quoi, des pâtés en croûte presque ostentatoires, quoi, un truc... c'est trop puissant, c'est trop... Bref. Pour moi, il faut un équilibre. Et on est plutôt tous d'accord, vu que chaque fois, on a été en phase avec les personnes qui ont gagné. Alors... vous nous avez déjà mis l'eau à la bouche, mais on va continuer. Il y a un pâté en croûte très particulier que vous faites. Vous n'êtes pas très nombreux à le faire. Quelques restaurants aussi le font à Paris. C'est l'oreiller de la Belle Aurore. Alors, l'oreiller de la Belle Aurore a la particularité... Ça a été donc créé par un cuisinier qui voulait honorer la mère de Brillat-Savarin. C'est exactement ça. Qui s'appelait pas du tout Aurore, je crois qu'elle s'appelait Claudine. Elle s'appelait Claudine. Mais enfin, ça ne fait rien tant qu'à faire d'anoblir le produit. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce oreiller de la Belle Aurore et quelles sont les difficultés que vous devez affronter quand vous en cuisinez un? Il faut savoir que lorsqu'on enregistre cet épisode, je viens de terminer une semaine qu'on appelle entre nous d'oreiller de la Belle Aurore, c'est-à-dire que ce week-end à la Maison Véro, on va vendre notre dernier oreiller de la Belle Aurore de l'année, donc depuis mardi, tous les jours, voilà, avec mon père et les équipes, on a fait que ça. Oreiller parce que ça a la forme d'un oreiller. Bien entendu. Donc, encore un produit qui tient son nom de sa forme. Comme par exemple une terrine, ça s'appelle une terrine de par le moule qu'on utilise pour le cuire. Donc, l'oreiller de la Belle Aurore, c'est pour nous déjà le plus gros. C'est assez objectif. Et chaque personne qui fait un oreiller fait un gros pâté en croûte. Chez nous, il fait la taille qu'il fait. Et pas plus, simplement parce que c'est la taille de notre four. Donc on ne pourrait pas faire plus que 60 cm par 40 cm. Un oreiller de la Belle Aurore, c'est un pâté en croûte, en forme d'oreiller, dans lequel on a un mélange de gibier, de beaux champignons, de viande fermière également. Et ce qui est intéressant dans ce produit, c'est qu'on n'a pas de recette. On n'a pas de fiche technique, comme on appelle ça dans notre vocabulaire de professionnel. On n'a qu'une description. Ce qui est super avec cette description, c'est que libre à chacun d'en faire ce qu'il veut. Et vous allez goûter l'oreiller de la Belle Aurore de la Maison Véro, vous allez goûter l'oreiller de la Belle Aurore de la Maison Raynon à Lyon. Vous allez avoir deux interprétations totalement différentes d'un même produit. Et ça, moi, je trouve que ça apporte au charme de cela. Chez nous, pour vous contextualiser un peu la chose, on va plutôt être sur des beaux marquants de gibier. C'est-à-dire que dans chacune des tranches, vous allez avoir 10 viandes. Sur ces 10 viandes, vous allez avoir un minima 6 gibiers.
et les gibiers évoluent, enfin changent, en fonction des retours de chasse. Les autres viandes, ça va être par exemple de la pintade, ça va être par exemple du foie gras, des riz de veau, et ainsi de suite. Ce produit, il a une double histoire. Il a bien entendu l'histoire avec un grand H, celle du cuisinier de Brillat-Savarin. Ce produit qu'on associe à la cuisine bourgeoise française. Et puis l'histoire avec un petit H, l'histoire au sein de notre famille, où 10 ans après le début de la collaboration de mes parents avec le chef lyonnais, new-yorkais Daniel Boulu, pour célébrer cette décennie passée à collaborer ensemble, mon père, lors d'un repas de famille, échange avec ma mère et on était présents avec mon frère, donc on était tous les quatre à table. Et là, vient le moment de se dire, vient le sujet, vu qu'il parlait énormément de travail, moi ça me faisait plaisir, avec mon frère également, qu'est-ce qu'on va faire pour les 10 ans du Bar Boulu à New York? C'était le nom du restaurant, qui existe toujours d'ailleurs. Et là, mon frère, assez innocemment, dit « Mais papa, quand tu étais apprenti, tu nous parlais d'un produit que tu faisais quand tu étais apprenti, que tu voyais faire plus précisément, parce que mon père ne l'avait jamais fait, à la Maison Raynon, à Lyon, et ainsi de suite. » Et là, mon père dit « Ah ouais, l'oreiller de la Belle Aurore, c'est vrai ça. » Et la Maison Raynon était en charcuterie, à ma connaissance, la dernière maison à faire ce produit-là une fois par an. Et c'était un rendez-vous qu'ils avaient avec leurs clients initiés, ainsi de suite. Et mon père décide, sur les conseils de mon petit frère, de faire un oreiller de la Belle Aurore à New York pour les 10 ans de leur collaboration avec Daniel Boulu. Et là, il faut bien imaginer... Il y a la fête avec toutes les mondanités new-yorkaises qu'on peut imaginer. Mon père qui commence à expliquer aux Américains, aux New-Yorkais, ce qu'est un oreiller de la Belle Aurore. Déjà, il aurait fallu leur expliquer ce qu'était un pâté en croûte, même si, après 10 ans à goûter sa charcuterie, la charcuterie de la maison, ils en avaient peut-être une petite idée, mais bref. Mon père revient en disant « les gens ont adoré, par contre, je pense qu'ils n'ont rien compris à l'histoire du produit, mais il faut vraiment qu'on fasse ça dans nos boutiques. » Et là, ils font un petit événement autour de ce produit. Et là, c'est un carton, c'est un vrai raz-de-marée. La presse, d'ailleurs, s'en saisit. Je me souviens de cette photo qu'il y a eu dans Le Monde avec mon père qui pose au théâtre Édouard VII avec un oreiller de la Belle Aurore face à lui. Et là, je crois qu'on est en 2015, 2016, ou entre 2014 et 2016, je dirais. Et depuis, ça a pris. Et il y a eu un vrai retour de ce produit un peu partout, en fait. Et la Maison Raynon, d'ailleurs, on a eu l'occasion d'en échanger, a vu ses ventes d'oreillers de la Belle Aurore mais exploser. Alors en fait, il y a eu un tout. Il y a eu, je pense, le championnat du monde de pâté croûte, et il y a eu le fait de ressortir ce produit monumental au sens de sa taille, quoi. C'est absolument énorme. Ce produit monumental, mais aussi ce produit historique, parce qu'en fait, quand on achète une tranche d'oreiller de la Belle Aurore, on achète c'est aussi une tranche de l'histoire gastronomique française. On n'achète pas qu'une tranche de pâté en croûte. Et on voit les gens qui achètent ce produit-là, généralement, c'est un événement. C'est-à-dire qu'ils prévoient leur soirée autour du produit. Ils invitent des gens en disant « Tiens, on va faire l'oreiller de la Belle Aurore, tel week-end, bloquez-vous la date. » Nous, on le fait que 4 fois par an, parce que c'est juste trop de travail. Donc, dernier week-end de septembre, d'octobre, de novembre et de janvier. Et c'est tout. Parce que c'est juste trop de travail pour le faire en permanence. Maintenant, nous, c'est même à titre personnel, c'est un produit que j'adore parce que je sais que on va se retrouver tous les deux avec mon père. C'est assez rare aujourd'hui les moments où on est en cuisine ensemble, vraiment tous les deux dans la même pièce à travailler. Et ben c'est des moments qui sont assez sacrés, à titre personnel.
on est dans notre pièce, on fait nos oreillers. Très souvent, on montre également à des apprentis, parce que c'est important de partager ce savoir-faire-là. Et c'est ce qu'on a fait toute cette semaine pour le dernier oreiller de la Belle Aurore de la saison. On l'a dit, l'importance du pâté croûte est telle qu'on a fait non seulement un championnat du monde, mais il se publie des beaux livres, comme on dit, avec des pâtés en croûte photographiés sous toutes les coutures, souvent d'ailleurs très bien photographiés. On est d'ailleurs un peu surpris, mais c'est après tout, ce qui est excellent à manger peut être aussi très, très beau à regarder. Je ne sais pas si je n'ai pas vu dans ces livres des photos de l'oreiller de la Belle Aurore, mais peut-être y en a-t-il. En tout cas, dans l'évolution de la charcuterie et l'évolution des consommateurs, parce qu'au fond, ça va de pair. L'oreiller de la Belle Aurore joue un rôle important parce que c'est un produit noble. Et voilà, le pâté en croûte, vous l'avez dit, a été longtemps un produit plouc. Puis, le concours a aidé à devenir un produit de moins en moins plouc. Et aujourd'hui, c'est l'oreiller de la Belle Aurore qui a ennobli et qui fait que, à mon avis, nous marchons gaillardement en route vers le prix Nobel de charcuterie, pour lequel j'espère avoir à vous réinviter un jour. Nicolas Véraud, merci beaucoup de ces conversations successives. Merci beaucoup, Philippe Meyer.